Vous avez un enfant, on vous annonce que votre enfant est sourd. Quelle est votre réaction, en fait? C'est ça, pour la plupart des parents. C'est que va-t-il devenir? Papa. Pourra-t-il? Papa, je peux prendre du coca? Pourra-t-il être intégré dans la société? Et donc les parents, la première chose qu'ils font, c'est regarder ce qui existe et comment ça va se passer. Et là, ils tombent automatiquement dans un circuit qui est déjà tout tracé, un circuit qui est organisé, et on leur fait comprendre que si l'enfant n'intègre pas un système oral patati patata, il n'arrivera pas à être intégré dans la société, et puis il sera magasinier, menuisier, ainsi de suite. Donc les parents disent catastrophe, quoi. Il n'y a pas d'avenir pour mon enfant, donc je suis bien. Et puis à ce moment-là, on leur montre des enfants oralisés. Alors évidemment, on va leur montrer ceux qui ont réussi. Moi, c'est pareil. J'ai un enfant entendant, je vais leur montrer des polytechniciens, comme si tous les enfants entendants faisaient polytechnique. Exactement la même chose. Donc on leur montre des enfants qui sont bien intégrés. Ah, là, ils sont sauvés. Puis on leur dit, vous inquiétez pas, donnez-nous votre enfant, vous occupez de rien, dans 2 ans, il parle. Les parents, ils rentrent chez eux, ils sont contents. C'est pas un problème, ma chérie, regarde. T'as vu? La dame, elle te l'a dit, dans 2 ans, il parle. Seulement, le problème, c'est que dans 2 ans, il parle pas. Et puis après, ah bah oui, mais c'est compliqué, vous savez, votre enfant, il est quand même, il est pas que sourd. Bon, mais attendez, on va bien travailler, dans 4 ans, il parlera. Puis dans 4 ans, il parle toujours pas. Ah bah oui, mais là, qu'est-ce que vous faites à la maison? Vous nous aidez pas beaucoup? Et puis dans 6 ans, il parle pas. Ah bah oui, mais il est plus intégrant. Bien. Eh bien, pour cette semaine, qui fait la date? Maxime, c'est sûr? C'est sûr que c'est toi? Oui, on vérifie si c'est bien ton prénom. Bravo, Maxime. Allez, on y va. Qu'est-ce que je lui donnais? Le plus long. C'est quoi le plus long? Aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis, toi? Comment vous l'avez reconnu? Attends. Il y a le jambage. Alors on va voir. Il y a l'apostrophe. Parce que c'est le plus long aussi. Parce que c'est le plus long. Alors on va voir l'indice de Maxime. Parce qu'il est grand. Alors on va lui montrer. Ah, il y a aussi l'apostrophe. Il l'a vu aussi. Depuis une vingtaine d'années, pour permettre aux enfants sourds de suivre une scolarité comme les autres, on essaye de les intégrer dans des écoles classiques avec des élèves entendants. C'est ce qu'on appelle l'intégration scolaire. Dans certains cas, pour tenir compte de leurs difficultés de communication, en plus du français, on utilise aussi la langue des signes. C'est ce qu'on appelle le bilinguisme. Oui, très bien. Maxime a 5 ans. Il est en grande section à l'école maternelle Kergomar à Montpellier. Il est le seul sourd de sa classe. Une orthophoniste employée par un centre d'éducation pour les sourds, le CESDA, vient donc 1 heure par jour pour lui traduire ce que dit la maîtresse. Aujourd'hui, c'est lundi. Bravo. C'est vrai que tous les repères qui sont faits en classe là, dans cette début de matinée, ça y est, maintenant, il les a bien acquis. Mais au départ, il a fallu que je sois là pour expliquer, pour coder, pour que le message oral passe. Parce qu'effectivement, chez les entendants, c'est qu'il y a beaucoup d'oral. C'est vrai que là, il y a toujours un support écrit, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres classes. Donc c'est vrai qu'il peut se référer et essayer de déduire un petit peu grâce à ces informations visuelles. Mais il y a quand même énormément de consignes orales, de messages qui passent à l'oral, et c'est là, mon rôle, de faire que ce message-là, ils le reçoivent au moins 1 heure par jour, et après, c'est à lui avec la lecture labiale, avec les informations. Parce que c'est quand même en classe toujours, il y a des rituels, il y a des choses qui reviennent tout le temps. Donc c'est des informations, une fois qu'il les a repérées, qu'il peut retrouver seul. Alors, c'est quoi? À ton avis, c'est... À mon avis, c'est une montagne avec une grande feuille. Ah oui, là, Mais la lecture labiale, c'est pas si facile. Mais moi, je voudrais Quand que- l'interprète n'est plus là, la communication devient beaucoup plus aléatoire pour Maxime. Même quand l'enseignant y met la meilleure volonté du monde. Ah, touche pas. Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi? Je comprends pas. Tout ça. C'est le ciel? La mer? C'est quoi? Est-ce que tu vois de l'herbe? De l'herbe. Tu vois ça? Ah, il voit aussi de l'herbe.
Je sais pas s'il m'a compris, hein, par contre. J'essaye de lui parler avec des signes que je ne connais pas, parce que je ne connais pas le langage des signes. Donc j'essaye de mimer comme je peux. J'essaye, le support du visuel, du mot visuel, mais celui-là on l'a pas travaillé. En l'occurrence, il me parlait de l'herbe. Mais l'herbe, je l'ai pas vu avec lui. Si je l'avais vu, évidemment, le mot lui aurait parlé tout de suite. Donc je suis pas sûre là qu'on se soit bien compris. Mais ça ne fait rien. Ce qui est important, c'est d'engager la communication et de faire en sorte qu'il se sente toujours en confiance, même quand l'interprète n'est pas là. Quoi? Montre. Mais là. Ah. On l'a fait. Vous vous souvenez du 1? Quand il y a quelque chose qui est fondamental et dont j'ai besoin de poser dessus d'autres apprentissages, soit la connaissance d'un mot, soit la lecture, la reconnaissance globale du mot, soit la discrimination auditive, parce qu'on essaye quand même de travailler sur l'auditif avec lui. Là, on a pris le son A tout à l'heure, parce qu'il avait vu écrit A sur une des peintures, et en effet, je lui ai donc remimé le A. Donc, si on a besoin de s'asseoir sur quelque chose comme ça, de se poser, de positionner un apprentissage sur un acquis, comme le son, comme le mot, je le reprends à un autre moment. T'es sûre? Oui? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as vu? Oui! Très bien. Mon fils est né dans une famille de sourds. Et je pense que pour lui, l'intégration scolaire, c'est important. Parce que ça lui permet de rester en contact avec les entendants. Et puis également parce que ça lui permet d'être à l'aise avec les autres enfants. Et plus tard, je pense d'être bien dans sa vie. Au début, quand j'emmenais mon fils à l'école le matin, il pleurait. Il se sentait perdu au milieu des entendants. En fin de journée, quand j'allais le chercher, je lui demandais comment ça s'était passé. Il me répondait pourtant « Oui, ça va ». Et moi, j'étais un peu étonné. Et puis, les jours ont passé. Et finalement, il est content d'avoir des copains entendants. La question d'intégration, c'est pas simplement, comment vous dire, permettre à un enfant d'être avec d'autres enfants, entendants dans la réalité, c'est aussi permettre qu'il soit pleinement intégré dans sa différence, et dans sa différence langagière. Ce qui nous amène à préciser que pour qu'un sujet parle une langue, eh bien, il faut qu'il rencontre d'autres sujets qui parlent la même langue que lui. Une langue, ça vit dans le groupe. Il ne suffit pas de mettre des enfants, comme on dit, sourds en milieu ordinaire. Ce n'est pas un milieu ordinaire. C'est un milieu où n'ont droit de citer que des langues orales et écrites, ce qui est fort bien. Mais, compte tenu de ce qu'on a dit tout à l'heure et des particularités langagières, on peut aussi faire remarquer que c'est important quand même qu'un enfant, comme l'enfant sourd, comme tous les enfants, il puisse, au plus tôt, bénéficier d'une possibilité, lui, de s'exprimer, de ne pas rester dans le non-dit, de participer. Faute de quoi, on peut avoir un certain nombre de difficultés réactionnelles à cette situation.
Dans d'autres écoles, on a donc fait le choix d'une classe constituée uniquement d'enfants sourds, où les cours sont assurés entièrement en langue des signes, par une enseignante sourde elle aussi. Nous sommes à l'école maternelle Sajus à Ramonville, près de Toulouse, où Vincent et Ilona, 5 ans, sont en grande section, comme Maxime. Le programme est identique à celui de l'éducation nationale. C'est le même. La seule différence, c'est la méthode employée ici. Mais l'objectif et l'idée de progression sont les mêmes. Alors tout dépend des enfants. On s'adapte à leur rythme, bien sûr. On n'expliquera pas certaines choses à des entendants, parce que ce ne sera pas nécessaire. Et par contre, on aura besoin d'approfondir ces mêmes choses avec des sourds. Et inversement, on insistera auprès des élèves entendants sur certaines notions que les enfants sourds pourront acquérir plus rapidement. Mais les objectifs sont les mêmes. Alors, pour ce qui est de l'intégration scolaire, ici, la situation est la suivante. On est en présence d'un groupe d'enfants sourds qui fréquentent une école d'entendants. L'intégration ne s'opère pas tout au long de la journée. En fait, le groupe d'enfants sourds dispose d'une classe pour la langue des signes, avec un professeur sourd et une aide éducatrice sourde qui utilisent tous les deux la langue des signes. Et puis, c'est à l'extérieur de la classe que l'intégration se fait, davantage sur un plan social. L'intégration scolaire n'est pas une véritable intégration, parce qu'en fait, elle se fait très ponctuellement pour certaines activités. C'est-à-dire que les enfants sourds se mêlent aux classes entendantes de temps en temps. Forêt, dis-le. Forêt. Après, un arbre. Comme ici. Un arbre. Voyons, Caroline. On fait les racines et le tronc. Un arbre. Une fois par semaine, les enfants sourds retrouvent donc leurs camarades entendants et leurs maîtresses pour des activités communes, avec l'aide de Caroline qui parle la langue des signes. Comme les autres enseignantes sourdes de l'école, elle n'est pas employée par l'éducation nationale, mais par une association de soutien pour les sourds, l'IRIS. Il y en a partout. Faites-en partout. Le vent souffle. Des feuilles tombent. Des feuilles comme ça, voilà. Autrefois, il n'y avait pas de langue des signes. L'enseignement était strictement oraliste. C'est-à-dire que les sourds étaient jugés inférieurs. Ils étaient toujours en retrait. Quand un sourd n'avait pas compris, il demandait au professeur de répéter pour qu'il réexplique. Ça veut dire que l'enfant n'avait aucune autonomie et ne prenait aucune décision. Lui, il apprend à se prendre en charge. Le professeur sourd l'encourage à être autonome. Pour ce qui est des devoirs, par exemple, l'enseignant nous a dit de le laisser faire. Et pourtant, il n'est qu'en CE2. Eh bien, il est déjà tout à fait autonome. Quand il fait ses devoirs, il va chercher l'information tout seul. Et nous, ça nous étonne énormément par rapport à ce qu'on a connu. C'est assez incroyable. 1, 2, 3. Il est important de ne pas accepter que parce qu'un enfant est sourd, on le met dans une institution et qu'on considère qu'il est normal, parce qu'il est dans une institution et qu'il est sourd, qu'il ait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans de retard sur un cycle normal. Si on regarde la situation de Ramonville, tous les enfants qui sont dans la situation des classes bilingues sont dans le niveau normal, avec les mêmes évaluations que les autres. Et si on regarde même après pour ceux qui sont allés jusqu'au bac, donc ceux qui ont suivi toute la filière, on a jusqu'à présent 100% de réussite au bac. Ce qui me paraît un projet, je veux dire, plus honorable
Et après, bon, qu'il puisse ou non arriver au bac, qu'il puisse ou non ensuite accéder à une formation supérieure, c'est un autre problème. Je veux dire que l'enfant ait les capacités, la volonté de faire plutôt ceci plutôt que cela. Après, c'est l'ordre d'un choix. Mais il faut que ce choix existe. C'est-à-dire, si le choix n'existe pas, parce que dans le fond, on va retarder pendant X années l'acquisition du langage, on retarde du même coup l'acquisition de la réflexion, la pensée abstraite et tout un tas de choses qui font qu'effectivement, il y a un retard accumulé. Il serait regrettable de tomber dans l'angélisme qui consisterait à croire que bilinguisme et intégration vont très facilement de pair, que l'un et l'autre s'accordent sans aucune difficulté ou sans aucun problème. Ce serait sans doute nier la réalité telle qu'elle se présente sur le terrain. Je voulais savoir s'il y avait une majorité de familles, si on était en mesure déjà de savoir si une majorité de familles était pour l'éducation bilingue ou pas. Le désir des parents, c'est d'avoir un enfant qui soit le plus possible comme les autres. Alors, le problème, c'est que pour qu'il soit le plus possible comme les autres, eh bien, par une espèce de détour, peut-être un petit peu paradoxal, eh bien, il faut qu'il commence par communiquer d'une manière un peu différente des autres. Et c'est sans doute ce détour qui lui permettra d'avoir, dans le domaine de la communication et dans le domaine de l'apprentissage, les mêmes chances que les autres. L'utilisation de la langue des signes dans le cadre de l'intégration scolaire, c'est un des buts que s'est récemment fixé le ministère de l'Éducation nationale. Au CNEFEI, le Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée, l'État forme donc des professeurs spécialisés qui seront amenés à accueillir des enfants sourds dans leur classe. Et qui n'est pas non plus seulement un processus, je dirais... Tous ces professeurs sont volontaires. Ils suivent pendant 1 an une formation qui les sensibilise aux problèmes spécifiques des enfants sourds. Le programme inclut aussi l'apprentissage des bases de la langue des signes. La logique, c'est un peu trop simple de parler d'intégration sans parler de bilinguisme. Il faut que les deux soient traités ensemble. Il y a une loi en 91 qui donne aux parents le choix. Maintenant, il faut se donner les moyens que ce choix puisse s'exercer. Parce que il faut du temps. Il y a des structures, des traditions, des inerties. C'est bien normal, on ne change pas tout d'un seul coup. Et tout ça, il faut un peu de temps pour que ça avance. Mais ce qui est certain, c'est que intégration et bilinguisme doivent être traités, je dirais, dans une seule et même perspective, au risque de faire complètement fausse route. Bon, alors vous avez un drapeau avec des lettres. Vous devez le reproduire ici. Alors comment est-ce que vous allez faire? Donc tu dis que tu vas prendre par exemple le point C. Mettez le doigt sur le point C pour suivre l'explication de Fabien. Ensuite, de C, tu veux relier. Donc vous voyez ce que fait Fabien, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il essaie de voir? Vous ne savez pas? Il essaie de voir quels sont les points qui sont reliés entre eux. Allez-y. Maud a 7 ans. Elle est intégrée avec 4 autres enfants sourds à l'école primaire Cassini, à Nice. Mais ici, c'est la moitié des cours qui sont suivis en commun avec les élèves entendants. Et une éducatrice spécialisée sourde est employée à plein temps pour faciliter la communication entre le prof et les élèves sourds qui sont répartis dans la classe. Des souris. Mon rôle est d'assister l'enseignant auprès des élèves sourds dans la classe. Je les observe et si je sens que l'un d'eux n'a pas compris, je lui apporte les moyens pédagogiques qui vont l'aider à comprendre. Je reste très concrète. C'est important de toujours rester concret. C'est primordial pour l'acquisition des mécanismes. Cela permet de passer ensuite beaucoup plus facilement à l'aspect théorique. Une fois que tu donnes une réponse, tu peux maintenant essayer. Une fois que vous avez essayé la réponse dans le nuage, écoutez-moi. Une fois que vous avez mis votre réponse dans le nuage, dessinez-moi les souris. Bon, on pourra aussi les découper, hein. Mais bon, tout ce qui concerne les apprentissages ne mettant pas en jeu une maîtrise profonde de la langue, on peut considérer qu'elles sont au même niveau de performance que leurs camarades ou un peu supérieures à certains camarades. Enfin, en aucun cas, on ne peut les considérer en queue de peloton si on voulait faire ce genre
de classement, pas du tout. Mais il ne faudrait pas dire que c'est une solution aisément généralisable, parce que cela suppose la présence d'intervenants qui vont traduire. Sinon, on se retrouve dans la situation où l'enseignant est complètement démuni. Je m'imagine face à ces enfants sans quelqu'un pour expliquer. Vous imaginez aussi facilement. Ça serait un petit peu complexe, on va dire. Je demande le nom des points qui relient le grand trait. Elle me les montre. Oui, alors il y a G, d'accord, et le deuxième. Et, oui. Très bien, c'est parfait. Il y a des domaines où la langue des signes peut facilement permettre à l'enfant de suivre ce que l'on enseigne, en particulier dans le domaine des mathématiques, en particulier dans le domaine aussi des arts plastiques, où les consignes peuvent être... Lorsqu'on commence à travailler sur les textes de français, il y a la barrière de la langue. Et c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, les enfants suivent des cours de langue des signes. En fait, ils sont en train d'acquérir leur langue parallèlement. Et sur ce socle de langue des signes, on peut supposer que pourra se développer après la connaissance du français ou même de langues étrangères. Ensuite, Noël, le professeur de langue des signes, va s'occuper des plus petits, tandis que Maude et sa copine Ornella retrouvent leur professeur de français. En couleur quoi? Hein? Attends. Et avant? Il manque une lettre. Voilà. Oui. Et voilà. Oui. Je suis l'enseignante de français, Noël est l'enseignant en langue des signes, avec lequel nous entretenons un rapport très étroit, parce que ce que j'apprends à l'écrit au fil, lui, il va le préciser en langue des signes. Donc le matin est consacré à tout ce qui est français et langue des signes, et après l'après-midi, les mathématiques, tout ce qui est artistique et sportif. Ils sont en intégration à ce moment-là. Donc équilibré. Du coup, maintenant, on l'observe après 2 mois d'intégration qu'il y a une osmose qui se crée entre les entendants et les enfants sourds. Aujourd'hui, les élèves entendants de l'école ont même appris quelques mots en langue des signes pour pouvoir communiquer avec leurs camarades sourds pendant la récréation. Que ce soit en cours ou dans la cour, l'intégration scolaire avec le bilinguisme n'est donc pas un rêve inaccessible. Mais tout n'est pas si facile. Cette expérience novatrice n'est possible, là encore, qu'avec l'aide d'une association, l'ASAS. Et même avec ce soutien, les parents doivent financer eux-mêmes une partie du salaire des professeurs spécialisés qui s'occupent de leurs enfants. Si le choix d'une intégration scolaire bilingue est un droit, il reste encore à le rendre possible partout. Selon votre demande, l'école Cassini. Les structures existantes ne prennent pas en considération nos demandes, qui sont une demande de scolarité à partir de la langue des signes. Ces structures correspondent à un besoin. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas bien, mais elles sont basées sur l'intégration orale, c'est-à-dire sur
un travail, on va dire, de 0 à 6 ans, orthophonique très important, voire un plan, pour que l'enfant ait accès à l'oral. Et tout sera basé après sur l'oralisation et à partir de l'oral. Nous avons choisi, ce qui est notre droit en plus, une autre voie, un autre chemin. Et ce chemin, c'est de dire que nos enfants, on sait qu'ils sont sourds. On n'a rien contre le fait qu'ils parlent, bien sûr, s'ils peuvent parler, tant mieux. Mais nos enfants sont sourds, ça on en est sûr. Nos enfants ont une langue, qui est la langue des signes. Et maintenant, il est prouvé qu'avec cette langue des signes, ces enfants-là peuvent avoir le bac et peuvent suivre des études. Comme à Toulouse, il y a eu des résultats, puisqu'il y a maintenant des enfants bacheliers. Donc, ça on en est sûr. Donc en fait, on se bat parce que pour nous, c'est plus évident. On ne sait pas du tout si nos enfants seront intégrables en oralisation. On ne veut pas prendre ce risque. Parce qu'après tout, c'est le bonheur d'enfant qui compte.